Je suis lorrain, je suis vosgien. J'étais caché dans les Vosges pour ne pas partir en Allemagne. Et de là, quand la deuxième DB est passée, je me suis engagé tout de suite le plus vite possible. Je suis resté 2 mois avec eux et on a demandé des volontaires pour le Japon. Et comme ils faisaient une température plus profitable que celle des Vosges, je suis parti pour les Vosges, pour l'Indochine. Mais de là, on nous a envoyés à Fréjus, le camp des coloniaux, puis nous sommes arrivés à Marseille pour embarquer au mois de janvier 1946. Il y avait de la neige, le Parti communiste nous attendait sur les quais pour nous siffler, et nous sommes arrivés à Saïgon 1 mois et demi après. C'était d'établir des contacts le plus souvent possible et le plus rapidement possible avec nos grandes bases, donc une à Saïgon, et après, une fois qu'on était dispersés ailleurs, c'est là qu'il fallait se rapprocher de la base le plus facilement possible. Sur le terrain, on a fait des débarquements à l'île de Foucault, par exemple, à l'île de Bentré aussi. On débarquait et la première chose à faire, il y avait les voltigeurs qui partaient au départ pour nettoyer tout le terrain, pour établir un camp. Alors, mon premier boulot, c'était de monter une antenne au moins à 5 mètres de haut. Mais une fois qu'on était en haut pour descendre, il n'y avait plus moyen parce qu'on avait des grosses fourmis rouges qui venaient nous enlever des morceaux de viande. On dispersait les informations dans les sections, dans les différentes unités qui travaillaient. On a travaillé avec Dinasso 4, la division navale d'assaut, on travaillait avec la Légion, on travaillait avec l'artillerie coloniale. Et tous ces gens-là, donc il fallait coordonner, parce qu'au début, il y a eu des gaffes de fait. Les artilleurs ont bombardé, d'après une carte qu'on leur avait donnée, ils réglaient leurs tirs. Malheureusement, c'était une carte coloniale française, et nous, on était sous le truc de l'Empire britannique. D'accord. Alors, les distances n'étant pas les mêmes, c'est les copains qui ont reçu les obus sur la tête. Heureusement, on a pu avertir, grâce à ça, qu'il fallait rectifier les tirs. Tout le monde était coupable et personne n'était guerrier là-dedans. On voyait quelqu'un passer, est-ce que c'était un Viet, est-ce que ça n'en était pas un? On ne savait pas. Quand il y en a un qui nous accrochait, alors là, on savait que ça en était. Et c'est là qu'on se battait. Dans des rizières, ça est arrivé, j'étais avec un autre qui travaillait pour un petit régiment à côté. Alors, tout d'un coup, je le vois, il marchait, il était grand, et dans les rizières, lui, il dépassait tout le monde. Et il avait son antenne fouet qui baladait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis d'un coup, j'ai réussi à m'approcher de lui, parce que moi aussi, j'avais un portable. Alors nous, nos portables, le mien portable faisait 35 kilos, hein, autant le dire. Hein. Et à côté de moi, j'avais un homme qui portait ma batterie de 12 volts, plus notre barda personnel, quand on en avait. Et puis tout d'un coup, on regarde, il y avait un éclat d'obus qui était rentré dans son poste, qui avait bousillé son poste, il s'en était jamais rendu compte. Et ça l'avait protégé, lui. Là, ça nous tirait dans le dos et on ne s'en était pas rendu compte. On était des bleus. Parce que c'était pas du tout une guerre comme ailleurs. On a eu des débarquements. Normalement, les bateaux arrivent de biais sur la côte pour lâcher les hommes. Alors ils devaient sauter entre le bateau, à l'angle le plus aigu, pour aller dans l'eau, puis remonter la berge. C'était de la vase. Alors qu'en France, c'était de la terre ou du sable. C'était pas du tout pareil. Ben, y en a qui se sont noyés parce qu'il y avait c'était les tirailleurs algériens qui avaient des pièces de mortier sur le dos, en sautant dans la base, ben, ils sont partis dedans et ils ne sont pas remontés. Après, on avait des postes fixes, admettons, on nous mettait dans une province où il fallait un point de pivot, si on veut dire, pour pouvoir diriger à droite et à gauche. Alors on était là, isolés, mais on était parmi la population. On n'était pas à l'écart de la population, on était avec eux. On avait d'ailleurs des Alamites avec nous. Nous avions nos paillotes. Eux n'aimaient pas dormir avec nous parce que, soi-disant, nous sentions mauvais. Nous, on n'aimait pas dormir avec eux parce que ça puait.
Alors, on avait chacun nos paillotes, mais on dormait par terre. Hein. On n'a jamais dormi ailleurs que par terre ou dans des hamacs, etc. J'ai eu beaucoup de chance. On a traversé des épidémies de choléra et on voyait les gens tomber. Et puis, il y avait eu des fosses creusées. Les cadavres, on les jetait là-dedans. Puis, on mettait une couche de chaux vive dessus. J'ai eu un de mes gars, on m'avait mis un gars de la métropole qui venait de débarquer de France, lui. Et c'est à l'opération de Bentré. Je lui dis, bon, je dis, tu vas et tu mets le casque sur les oreilles, mais attention, un seul écouteur, l'autre met le flottant. Hein. Il a reçu une décharge, parce que là-bas, dans les ondes, c'était du temps couvert comme ça, et on avait ce qu'on appelait les orages magnétiques. Alors ça craquait dans les écouteurs, alors si on avait les deux écouteurs, le type s'est mis à courir, il court peut-être encore, j'en sais rien, on n'a jamais revu ce bonhomme. Il y a eu une certaine époque, on a eu ce qu'on appelait les métropolitains, les troupes qui étaient en France normalement, qui faisaient les malins parce qu'ils étaient soi-disant mieux préparés que nous, mais nous on avait l'avantage du terrain à l'époque. Je suis allé au sud de Laos, et avec un gros camion, donc j'avais un chauffeur. Alors il y avait la cabine du chauffeur. La deuxième cabine, c'était un groupe électrogène qui devait tourner sans arrêt normalement pour nous fournir du courant. Et c'était pour informer la population locale que le gouvernement allait mettre un ancien roi de je ne sais où, du Laos. C'était pour une question politique. Et c'est la première fois qu'ils entendaient un camion qui parlait chinois, quoi, enfin, qui parlait leur langue. On était adorés comme des dieux de voir ça, et on a fait la fête, là. Il fallait boire dans des grandes pipettes en bambou, c'était du choum. Au bout de la troisième pipette, moi je me suis allongé, je me suis plus relevé, c'était fini. L'épouse du gouverneur qui était là, la province qui était là, elle dit, je vous ai préparé un bon lit, tout ça. Le lit était bon, c'était bien, oui. Le lendemain, quand elle est venue me réveiller, elle me voit par terre, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je n'arrive pas à dormir dans un lit. On était rapatriables, mais on nous retardait tout le temps parce qu'on n'avait aucun renfort qui arrivait à l'époque. Alors on faisait ce qu'on appelait les convois ferroviaires. On partait de Saïgon sur Niatran en train pour le ravitaillement de toutes sortes. Et là, on a un convoi qui a été attaqué. Il a fallu décharger d'urgence le camion, le wagon qui prenait feu. Et c'est un camarade qui me passait des batteries à ce moment-là. En prenant une batterie, lui était touché, était tué, et la batterie m'est tombée sur le pied, puis j'étais blessé comme ça. Alors je suis rentré à Saïgon, là, alors on m'a dit, ah c'est rapatriable, ben j'ai dit ça va, mais tu ne pourras pas être rapatrié maintenant parce que tu vas rentrer à l'hôpital comme blessé. Donc tu auras la médaille des blessés, etc. J'ai dit, combien de temps que ça dure? 2 jours, 3 jours? Ah non, 1 mois, 2 mois. Tu me remets sur la liste des rapatriables, je ne vais pas à l'hôpital, je n'ai pas besoin de médaille de blessé, ça ira comme ça. Un marin qui était sur son navire, et il y a un obus de mortier qui est venu, qui a éclaté sur lui. Alors il était criblé d'obus, le sang, c'était une vraie passoire, le sang sortait de partout. Et il a crié le nom d'une femme, et il y a une dame de l'armée qui était là, de la marine, les marinettes on les appelait, qui est venue et qui s'est mise avec lui, etc. Et lui, il est mort dans ses bras en croyant trouver sa femme ou sa fiancée. On n'a jamais su l'histoire. Ben, on serre les dents et puis il y a beaucoup de choses, comme moi, les trucs de masse, où il y a beaucoup de monde, ben, je ne peux plus me mettre dedans, c'est fini tout ça. La fraternité pour vous, c'est quoi justement aujourd'hui? Il faudrait que les gens ne pensent pas trop souvent à eux-mêmes. Il faut penser aussi aux autres. Quand on voit les résultats, ça n'a servi absolument à rien, puisqu'on a recommencé la même chose en Algérie, alors qu'on avait eu une belle leçon en Indochine. L'Algérie, j'ai passé toute ma jeunesse. Je suis arrivé en Algérie, j'avais 5 ans, j'ai quitté l'Afrique du Nord, j'avais 16 ans, non 18 ans.